Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Bonjour tout le monde. Alors, on lance ça. On est samedi matin, 10h35. Merci d'être là pour cette causerie qui s'intitule Soigner le système, soigner les gens. Je vais être votre animatrice. Je m'appelle Josiane Cossette. Je suis, entre autres, collaboratrice au Devoir à la section idées. Et je suis en compagnie, donc, des auteurs, des co-auteurs de L'Indomptable Mammouth de l'assurance maladie à Santé Québec, un demi-siècle de réformes en santé. Marie-Michel Sioui, qui est correspondante parlementaire pour Le Devoir depuis un bon 8 ans. Prix Judith Jasmin en 2021, récompensée dans la catégorie enquête et vous couvrez. Est-ce qu'on se tutoie? Est-ce qu'on se vous voit? C'est tout le temps embêtant pour moi. On se tutoie? On se tutoie? D'accord. Donc, et tu couvres la santé à l'Assemblée nationale depuis plusieurs années, depuis la pandémie et compagnie. Donc, merci beaucoup d'être là. Plaisir, merci de nous recevoir. Et Pascal Mayotte, dont j'ai écouté des vidéos pour être certaine de bien prononcer le nom, donc on prononce le T, qui est un ex-conseiller politique qui a conseillé plusieurs de nos premiers ministres, notamment François Legault dans un passé plus récent. Maintenant, au bureau du Québec à Ottawa, un petit tour chez Tact entre les deux lors de l'écriture du livre, en fait. Merci beaucoup d'être là. Merci. Je vais lancer tout de suite la première question. Quand on écrit un livre à deux, comment ça se passe? Moi, je suis curieuse de savoir, là, on a une journaliste, un conseiller politique ou un ex-conseiller politique. C'est pas nécessairement un match qui est si régulier. Qui a approché qui? Comment? Pourquoi? Tu y aller? L'idée du mammouth, c'est né dans un couloir de congrès politique. Marie-Michel et moi, on se côtoie dans ces espaces, les couloirs de congrès politique, elle comme journaliste, moi comme conseiller politique. Alors, c'est l'interface où on se rencontre, où on discute, puis généralement, on essaie de se convaincre ou d'exprimer un scepticisme. T'sais, on n'est pas dans le même univers quand on est en politique, quand on est en journalisme. Bon, là, maintenant, j'étais libéré de certaines contraintes en ayant quitté le milieu de la politique. Puis en placotant comme ça ensemble, l'idée a émergé parce que Santé Québec s'annonçait comme étant une réforme d'une envergure inédite au Québec. Là, on n'a jamais connu une transformation organisationnelle d'une aussi grande ampleur. Là. C'était 60 milliards de dollars de fonds publics avec lesquels on allait jouer là-dedans, 345 000 employés dont le sort allait changer. Alors, c'était un truc quand même assez énorme, mais relativement peu discuté dans l'espace public. On dirait qu'on ne la voyait pas arriver, la comète, vers la Terre. Puis, bon, on s'est dit, nous, on a peut-être l'occasion là, de raconter les coulisses de cette réforme qui s'annonçait, et en même temps de remonter le fil de l'histoire. Il y a eu des réformes au Québec en santé, une succession de réformes depuis la mise en place de l'assurance maladie en 1970. Alors, on s'est dit, bon, on va demander à Christian Dubé et son équipe la permission de les observer pendant les prochaines semaines, les prochains mois. Puis en même temps, on va raconter l'histoire du réseau de la santé au Québec pour qu'il y ait un fil à travers tout ça. Donc, c'est la genèse de Santé Québec qu'on a voulu faire à travers une série de personnages. Oui, Christian Dubé, qui était le personnage principal dans l'histoire, mais ceux qui l'ont précédé à travers cette aventure humaine qui a été la mise en place du système de santé au Québec.
C'est ma réponse, ma première réponse courte. Super, 5 minutes. Non, c'est pas vrai. Pour le processus, pour moi, c'était très important qu'on ait des discussions très franches dès le début parce que comme journaliste, je voulais pas donner l'impression que je faisais un livre où je prenais position, où j'appuyais un parti plutôt qu'un autre. Donc, on a beaucoup discuté de ça. Pascal et moi, on a trouvé des moyens de s'assurer qu'on allait travailler le plus rigoureusement possible. J'ai eu l'accord de mes patrons. Puis l'imprimature pour faire ce livre-là est venue de Michel David, mon collègue chroniqueur. J'ai appelé Michel, qui connaît Pascal depuis des années, puis je m'étais dit, si Michel me dit « fais-le pas », je le fais pas. Si Michel me dit « fais-le », je le fais. Donc, ce livre-là n'aurait pas existé sans l'accord de Michel. Puis pour le processus d'écriture, 2 mots, Google Doc. On avait un Google Doc commun. Puis littéralement, on a écrit certains chapitres. Des fois, c'est 2 phrases de Pascal, 2 phrases de moi. On ajoutait des bouts aux sections. Puis étonnamment, nos écritures se ressemblaient, en fait. C'est super parce qu'on vient, quand on procède comme ça, c'est super quand on ne sait plus qui a écrit quoi. Puis dans le fond, c'est votre voix commune qui porte tout le livre. Parce qu'en effet, il n'y a pas de... des fois, ça peut arriver, là. Moi, je suis un peu maniaque, là, honnêtement. Donc, des fois, on peut lire quelque chose, puis c'est comme, ah, on sent, tu sais, il y a comme des ruptures, alors que là, non, c'est une même voix du début à la fin. Donc, j'étais vraiment curieuse de savoir comment vous aviez travaillé. Très pratique, Google Doc pour travailler comme ça, même, bon. On part pas sur Google, là, je vous rassure. Pascal, tu as dit le mot personnage. Puis ça, c'est très intéressant parce que cet indomptable mammouth qui est une grosse bête, qui est peu agile, qui est lourde, 50 ans de réforme au Québec, on pourrait se dire, oh là là, ça va être lourd. Mais pas du tout, parce que vous avez opté pour un style narratif auquel je m'attendais pas du tout. Tu sais, quand on nous approche, les animateurs, pour dire « Ah, est-ce que tu as envie de faire ça? » Puis je suis comme « Ben, envoyez-moi le PDF, je vais regarder ce que mon cerveau est capable de prendre ces temps-ci, tu sais, parce que quand même, tu sais, c'est costaud comme sujet, mais tout de suite, dès les premières lignes, j'ai été happée parce que c'est vraiment un récit. C'est cinématographique. On est dans l'enfance de Gaétan Barrette à La Tuque. On s'attend pas à ça. Puis tout de suite, on commence et on y va. Puis, ce style narratif-là, je me demandais, tu sais, c'est quand même un gros choix. Pas juste ce qu'on va raconter, mais comment on va le raconter. Comment ça s'est imposé pour vous? Ben, c'est vrai, tu as fait une bonne lecture, là. On a voulu volontairement adopter un style d'écriture différent. Parce que c'est un sujet d'emblée qui peut paraître rébarbatif, parler des réformes en santé. Patrick Lagacé, quand Marie-Michel est allée en entrevue à son émission, il a dit « Je pensais que le livre allait être plate quand j'ai commencé à le lire, puis finalement, j'ai été surpris. » On a voulu volontairement adopter le storytelling, de raconter une histoire, que ce ne soit pas un livre universitaire technique, mais plutôt un récit avec des dialogues. On a reconstitué même des scènes du passé. En 1970, moi, j'avais 1 an, là, alors je ne pouvais pas être témoin de... Moi, j'étais pas née. Et Marie-Michel n'était que néant à ce moment-là. Pas à l'état de projet. Ouais. Mais en parlant aux témoins de l'époque, on a pris la liberté, ça c'est un choix risqué quand on fait un livre qui traite de politique, de reconstituer les scènes, l'atmosphère, les dialogues, puis pour construire quelque chose de vivant, une narration, puis plutôt que d'entrer dans les aspects techniques. Puis ça, il y a des risques dans un exercice comme ça parce que tu peux mal interpréter des situations. Puis ça s'est déjà vu par le passé. Il y a un auteur que moi j'aime beaucoup, Pierre Godin, qui a écrit de nombreux livres sur la politique, dans ce style. Et il s'est fait reprocher dans ses biographies de René Lévesque là, d'avoir poussé un peu trop loin l'exercice littéraire. Hein. Interpréter un peu trop librement. Ben, c'est là où la journaliste embarquait souvent quand on recréait des scènes.
il y a énormément de détails qu'on a validés. Littéralement, on a demandé à François Legault, est-ce que c'est vrai que le sac que vous avez poussé le soir du Nouvel An, c'est tabarnak. Tu sais, on a validé des détails très, très, très précis pour être sûr que les scènes soient le plus fidèles possible à la réalité. Tout à fait, parce que moi, là, on va sauter dans le contenu. Je rebondis sur ce tabarnak parce que moi, j'ai suivi la pandémie de très proche. Et ce soir-là, du 31 décembre 2021, où on était chez nous, prêts à écouter le bye-bye, puis où il y a eu une espèce d'alerte Amber. Ce qu'on découvre dans l'Indomptable Mammouth, c'est que c'est quelqu'un, on sait pas qui, de la sécurité publique qui a pris une liberté et ce n'est jamais remonté en haut lieu. Tu sais, donc, moi, comment dire, je me considère informée. Je suis vraiment pas une spécialiste du milieu de la santé, mais là-dessus, j'étais comme, pardon, tu sais, c'est quand même, puis ça a un gros impact sur la perception des gens, sur les décisions qui se prennent en huis clos. Donc, j'étais comme, aïe, aïe, moi, en tout cas, personnellement, j'ai été très, très agréablement surprise de découvrir cette coulisse-là. Et c'est Ouais. cette portion-là de la pandémie, je sais que tout le monde est tanné d'entendre parler de la pandémie, là, mais pour moi, c'était vraiment fascinant parce que Pascal était dans la cellule de crise, donc dans le petit groupe de personnes qui prenaient les décisions dans la première vague. Et moi, j'étais journaliste, donc je couvrais les fameux points de presse de 13 heures. Donc, tout d'un coup, j'avais accès à la réalité derrière le rideau, tandis que lui, Pascal, voyait comment moi, je l'avais vécu de l'autre côté, puis d'échanger nos regards comme ça a été hyper riche puis très, très payant aussi dans la compréhension de ce qui s'est passé. Tout à fait. Moi, en tout cas, cette transparence-là à laquelle on a accès, des fois, je me dis, waouh, si on y avait accès comme sur le champ, je pense que la société serait comme, en tout cas, bref. C'est compliqué, la politique. Tu sais, il y a plein de remparts. Des fois, on a l'impression des remparts communicationnels. Il y a les journalistes qui essaient d'aller voir. Des fois, on décide de dire, on décide de ne pas dire. Mais là, dans ce mammouth-là, on a un accès qui est très éclairant. Et je souligne, Pascal avait pris des notes dans un cahier. Donc, quand il a retrouvé son cahier, pour moi, c'était comme Noël. Il avait écrit, tu sais, Docteur Arruda dit telle chose, il y a telle réaction François Legault, il se passe telle affaire. C'était fascinant pour moi de retourner voir ça là, dans le détail, la manière dont ça s'est passé. C'est là que notre alliance littéraire contre nature devient intéressante parce que, bon, moi, j'ai vécu les événements de l'intérieur. De les révéler par la suite, je suis pas supposé faire ça. C'est ça que je me demandais, honnêtement. J'étais comme là. Je me suis dit, je vais le faire, Tu le je me dois. fais chicaner après. Alors, il y a un espace gris, une zone grise dans laquelle j'ai décidé d'aller. Bon. Tu t'es pas fait chicaner, Je me suis pas fait chicaner jusqu'à présent. Bon, Marie-Michel est allée aussi dans une zone grise au niveau journalistique, tu sais, d'aller travailler avec un conseiller politique. On a fait ça avec, bon, nos approches. Là. Une journaliste, c'est supposé d'être objectif avec une distance là, par rapport à l'objet étudié. Moi, j'ai vécu les événements à l'intérieur. Alors, c'est sûr que j'ai un biais inconscient. J'ai une tendance à pas voir oblitérer des faits, à glorifier des personnages, bien évidemment. Et là, on a un équilibre, là, un regard différent. Puis moi, j'ai bien apprécié cette touche là, de distance et d'objectivité là, à laquelle j'étais soumis en travaillant avec Marie-Michel pour faire un livre qui révèle les coulisses, mais qui n'est pas un livre dont on est le héros. Là. En tout cas, on a essayé de faire en sorte que ce ne soit pas complaisant. Le pire danger dans l'exercice qu'on a fait, c'était d'être complaisant. Oui. Parce qu'on avait accès, parce qu'on avait une proximité auprès d'un politicien qui était le politicien le plus en vue au Québec à ce moment-là. On peut finir par tomber amoureux de son sujet, là, mais on a essayé là, de garder un regard critique. Mais pour le moment, quand le livre est sorti, il a été utilisé en chambre par le Parti québécois pour attaquer la CAQ. Quand la loi 2 a été adoptée récemment, il a été utilisé par le Parti libéral pour attaquer la CAQ. Et le ministre Dubé l'a utilisé, lui, pour essayer d'expliquer sa réforme. Donc, moi, quand je me suis dit, OK, il y a quand même 3 partis qui s'en sont servis de différentes façons
peut-être qu'on a atteint une sorte de neutralité. Ouais, ou d'équilibre, en tout cas, à tout le moins. Il n'y a pas eu d'autodafé. Non, ben non, là, je pense que ça va. On n'aime pas ça, censurer des livres. Bref, si on plongeait un peu plus dans le sujet, dès l'intro, vraiment, on embarque. Et puis là, on comprend, parce que là, il y a eu des événements récemment, on est dans la loi 2 et tout ça. Et puis, moi, comme lectrice, je me suis dit, ah, c'est très cohérent dans le fond, parce que dès les premières pages, on comprend que Christian Dubé accepte de se représenter à la condition d'être à la santé et de pouvoir faire Santé Québec. C'est une condition sine qua non. Si c'est pas de ça, il y va pas. Il y va parce qu'il peut avancer. Et ça, on dirait que lors de la lecture, ça nous reste en tête toujours. Puis là, je lisais ça, puis là, il y avait tout ce qui se passait dans l'actualité récente. Puis dans le fond, c'est très cohérent. Est-ce que ça vous a surpris, disons, qu'il aille le bâillon, par exemple? Parce qu'il dit, je vais pas utiliser le bâillon, par exemple. Là, finalement, il est allé. On est en année électorale. Pourquoi, selon vous, il a pu vouloir aller vite, dans le fond? Ben, c'est sûr que ça fait 20 ans, 40 ans qu'on en parle, mais donc, Je trouve que le livre nous éclaire à 2 niveaux sur le sentiment d'empressement qui semble guider la CAQ en ce moment. De un, comme tu viens de le dire, pour Christian Dubé, de créer une société d'État comme Santé Québec, c'était devenu un incontournable dans son esprit à cause de la pandémie. Parce que la CAQ est arrivée au pouvoir en 2018, après l'ère Gaétan-Barrette, et s'est dit, là, on prend ça relax, on ne fait pas de grosses réformes en santé, on ne bouscule pas, les gens viennent de se taper 4 ans de réforme avec Gaétan-Barrette, mais la pandémie a comme changé leur plan de match. Puis voyant la pandémie, cette idée-là de faire un Hydro-Québec de la santé qui avait été évoquée pour la première fois en 2001 est revenue dans l'esprit du ministre. Puis donc, pour lui, c'est devenu incontournable. François Legault aussi avait, je ne veux pas dire une lutte à finir, là, c'est trop, là, mais lui-même, comme ministre de la Santé, trouvait que les fédérations de médecins emmenaient peut-être un peu trop large dans le réseau. Puis donc, avec la pandémie, avec ce qui se passe en ce moment, la CAQ a des objectifs politiques pour le réseau de la santé, par exemple, réduire le temps d'attente à l'urgence, puis voit l'échéancier électoral qui s'en vient, parce que la prochaine élection est en octobre prochain. Donc, pour moi, ça peut être une raison pour laquelle elle est allée finalement avec un bâillon, parce qu'elle a besoin... En fait, François Legault l'a dit très clairement dans notre livre, Santé Québec, pour fonctionner, a besoin que le gouvernement s'entende avec les fédérations de médecins. Donc là, l'horloge fait tic-tac avant octobre 2026. Donc, il y a une volonté d'agir rapidement pour livrer des résultats, puis pour que les Québécois comprennent aussi à quoi sert Santé Québec et quel changement cette structure-là peut apporter dans le réseau. oui, d'ailleurs, puisqu'on vous a, quoi de mieux que vous pour nous éclairer, le grand public, sur Santé Québec, qui est supposé, dans le fond, prendre en charge davantage le volet organisationnel, alors que les grandes politiques et orientations viennent du politique. Mais on dirait que, en tout cas pour moi, pour sans doute beaucoup de gens, c'est flou encore, cet arrimage, comment il va se passer, dans la mesure où une loi, par exemple, va inévitablement avoir des répercussions sur l'organisation. On dirait que de mon côté, je vois pas encore comment tout ça va s'arrimer. Pouvez-vous nous éclairer? Le voyez-vous? Le voyez-vous? Ou c'est pas encore... Santé Québec, c'est une réforme de structure qui vise à rendre le réseau, le système plus efficace, plus performant pour traiter plus de volume dans un contexte où il y a toujours plus de volume. Puis il y aura toujours plus de volume. Alors, bon, puis là, le livre révèle au départ, dès l'introduction, que François Legault est très sceptique. On sort d'une pandémie, là, puis il se dit, la dernière chose que les Québécois ont envie, là, c'est qu'on plonge
On se plonge encore dans une grande réforme en santé. On l'entend presque, c'est fascinant quand même. On voit que tu as été conseiller de François Legault. Même la prosodie ressemble, là. Ça moue boudeuse. Puis Christian Dubé, quelqu'un de très persévérant, il avait préparé son argumentaire et finit par le convaincre d'embarquer. Comme tu le mentionnes aussi, il y a un deal là, qui se fait à ce moment-là, à l'effet qu'il va rester ministre de la Santé puis qu'il va aller au bout de ça. Fait que dans ce sens-là, on a une grille de lecture en ce moment de l'actualité à travers le livre. Ils vont rester solidaires jusqu'au bout de l'affaire, là. Hein? C'est ça. C'est ça qu'on comprend. On le comprend 100%. Et ils ont aussi en commun, ces deux personnages dans notre histoire, de vouloir accomplir ce que personne n'osait faire jusqu'ici. Cette fameuse grande réforme avec l'élément, j'allais dire accessoire, mais c'est loin d'être accessoire, là, c'est la fameuse révision du statut des médecins. François Legault, il nous dit en entrevue dans le livre qu'il avait ça en tête dès 2002. En 2002, il était ministre de la Santé. Assez longtemps, assez peu longtemps, mais assez longtemps pour comprendre que c'était le nœud de l'affaire. Et il avait l'intention d'agir à ce moment-là. Puis le premier ministre de l'époque, Lucien Bouchard, il a dit « Tu touches pas à ça. Les médecins, c'est des premiers de classe, puis on va se faire écraser cette aventure là-dedans. » Il y a le bon Dieu, puis Il y a le bon Dieu, puis il y a les médecins. Oui, c'est ça. Alors là, c'est ça. Donc, on comprend, on peut mieux lire actuellement l'actualité à travers la connaissance de ces faits. Puis on comprend aussi, et si on se reporte dans le passé, la création de l'assurance maladie et du régime public de santé, a aussi été imposé. Les médecins n'en voulaient pas de ce système. Donc, on comprend qu'il y a une résistance historique. Donc, depuis toujours, on a voulu rendre le système de santé plus accessible à tout le monde. Et les médecins n'étaient pas d'accord à la base. Donc ça, on dirait que le passé éclaire vraiment, vraiment le présent. L'histoire qui se répète, dès le départ, les médecins ne voulaient rien savoir de l'assurance maladie. Puis il y a eu une grève. Les fédérations, oui, c'est bon de le spécifier, les fédérations de médecins. Puis il y a eu une grève générale en 1970, au moment où le Québec vivait sa pire crise sociale de son histoire, la crise d'octobre, et qu'ont fait les médecins? On fait une grève générale. Alors, Claude Castonguay en était complètement outré, puis ça a forcé peut-être même la mise en place d'assurance maladie, parce que là, le gouvernement pouvait s'octroyer des pouvoirs spéciaux. Puis par après, là, on ne fera pas tout le récit, là, mais c'est une succession de tentatives d'intégrer davantage les médecins au système, les rendre davantage imputables, qui va d'échec en échec jusqu'à ce qu'on vit présentement. Puis on est en train de peut-être d'écrire le dernier chapitre de l'histoire. À suivre. En soi, c'est intéressant quand même de revenir là-dessus parce qu'en 70, le compromis a été fait de laisser aux médecins le statut qu'ils ont encore aujourd'hui. M. Castonguay pensait que ce compromis-là allait être temporaire. Il est devenu permanent. Mm-hmm. Puis il y a eu effectivement une résistance des fédérations, même par rapport au CLSC, qui au départ devait être la porte d'entrée du réseau. Mais les fédérations, la FMOQ, entre autres, la Fédération des omnipraticiens, disait à ses médecins, si vous allez travailler en CLSC, vous désaffiliez, vous pouvez plus être membre de la fédération. Donc, il y a eu une forte opposition à ce modèle-là. Puis c'est une lutte constante à travers l'histoire. La volonté du gouvernement d'avoir plus de contrôle sur les médecins par rapport à celle des fédérations qui défend l'autonomie de pratique. Oui, c'est ça, l'autonomie de pratique, un modèle, on le sait, bon, un travail autonome, c'est un statut qui est très particulier parce que il ne détermine pas toutes les conditions dans lesquelles ils opèrent, sans mauvais jeu de mots, je m'excuse. Donc, dans lesquels ils travaillent, mais ils sont quand même incorporés et tout ça. Les CLSC, justement, moi, selon mes yeux de citoyenne en 2025, on dirait que à toutes les fois que je vois un CLSC, je me dis, mon Dieu,
quel gâchis qu'on n'y fasse pas davantage de choses. Puis encore, quand on vous lit, on comprend qu'il y avait vraiment un réel souhait, tu sais, centre local de services communautaires. Donc, quelque chose qui était très communautaire, très près des gens, très près des personnes vulnérables. Il y a encore ça, mais cet accès-là de première ligne, qui aurait été la porte d'entrée idéale, justement, ça n'a pas duré longtemps à cause de la résistance des médecins. Mais il y a aussi eu, après ça, quand même assez rapidement, la bureaucratite là, qui se met en place. Là. Donc, comme si, à toutes les fois qu'on sent qu'une situation nous échappe, ma lecture est que on veut justement mesurer davantage du côté des gouvernements, avoir davantage prise. Et c'est là où, dans les années 80, où il y a eu le début de la multiplication des pages là, de rapports. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. On est passé de quoi? De 4 à 8 à 16 à 34, juste pour un simple suivi. Reparlez-nous-en de ça. Pourquoi donc ceci a surgi à un moment donné, de garder des traces et des traces des interventions avec les patients, les patientes? On raconte dans le livre les premières années des CLSC à travers le regard de deux infirmières qui nous expliquaient que, bon, là, on est dans les années, tenez-vous bien, où on considérait que le Québec avait le meilleur système de santé au monde. Hein, rien de moins. On venait d'ailleurs dans le monde pour observer le modèle de santé communautaire qui était incarné par les CLSC. Puis là, bon, c'était une époque où il y avait beaucoup d'initiatives dans les CLSC, beaucoup de liberté. On allait chercher les gens, on les amenait au CLSC, les gens en perte d'autonomie pour faire des fêtes, etc. Et en fait, on raconte tout ça dans un chapitre. Puis après ça, se développe une espèce d'obsession pour la gestion de risque. Puis, bon, les fonctionnaires débarquent là-dedans, définissent des normes. Il y a de plus en plus de processus. Les formulaires deviennent de plus en plus longs à remplir. Puis nos deux infirmières nous racontent là, un peu comment elles se sont retrouvées dans cette espèce d'engrenage, là, devenir des pièces d'une immense machine où tout devient géré, contrôlé dans l'optique de réduire les risques. Puis réduire les risques, c'est ça, comme si l'humain, par son libre arbitre, aurait été trop à risque de commettre des erreurs. Donc, en venant standardiser, mesurer, paramétrer, en gardant des traces, c'était une façon de se protéger. Absolument. Puis se protéger aussi dans un contexte où les avocats sont devenus de plus en plus présents à travers une pratique lucrative de contester les erreurs médicales. Et alors, il y a une industrie qui s'est créée de poursuites. Et le réseau de la santé, sa réponse a été de créer de plus en plus de processus pour gérer. C'est le contentieux, finalement, là, qui a amené cette dynamique là, de bureaucratisation excessive dans le réseau. Puis on n'en est toujours pas sorti aujourd'hui, parce que justement, dans ce qui freine la performance, qui aujourd'hui... comme le niveau de performance et la rapidité et le volume de patients qu'on aimerait que les médecins voient, il y a toujours ce facteur mais juste faire un compte-rendu de rencontre, ça fait que ça arrive pas. Mais continuons dans l'histoire. 1995. Et là, les personnes qui étaient conscientes, vivantes et adultes, peut-être même en 1995, le virage ambulatoire. Moi, j'étais adolescente là, et je m'en rappelle. Ce mot-là était partout. C'était Jean Rochon. Puis quand on s'y attarde, dans le fond, là, j'ai trouvé un tableau là aussi là, qui recensait toutes les réformes en santé. Puis dans le fond, ceux qui sont les plus marquantes et les plus déstabilisantes et pas toujours les mieux reçues, c'est quand il y a un ministre de la Santé qui fait une réforme comme à deux volets. Là. Admettons, fait que Jean Rochon, il y a eu ça, il y a eu le virage ambulatoire. Rééclairez-nous sur qu'est-ce que c'était le virage ambulatoire, puis qu'est-ce que ça a apporté
de bien et ou de peut-être moins positif. 1995. Je te laisse y aller, Pascal, parce que tu étais là. C'est un autre exemple d'événement que tu as vécu de l'intérieur parce que tu étais conseiller à cette époque-là. J'étais conseiller, à ce moment-là, je travaillais au cabinet de Lucien Bouchard, donc aux premières loges pour voir opérer cette réforme, qui partait d'un constat très, très juste, là. La médecine avait évolué, on n'était pas obligé de garder les patients plusieurs jours sur des lits d'hôpitaux, on était en mesure de les retourner à la maison. Ambulatoire, ça veut dire pouvoir se déplacer, là, dans le fond. C'est comme on se fait opérer et on s'immobilise plus dans un lit, là. On déambule, là. C'est le mot-clé, ambulatoire. Alors, on a une chirurgie, puis on est capable de retourner à la maison le lendemain, la journée. C'est un jour, là. C'est la fameuse chirurgie d'un jour. Alors, Jean Rochon, un grand spécialiste de la santé, un médecin bardé de diplôme de Harvard, qui avait été dans la commission Castonguay, opère cette réforme du réseau qui impliquait d'ouvrir des CHSLD aussi pour les personnes autonomes, mais qui impliquait surtout d'avoir des soins à domicile. Si on retourne le patient à la maison. Alors, et là, le virage ambulatoire, ça marque le début de la politisation de la santé. Parce que le brave Jean Rochon se retrouve dans une dynamique à l'Assemblée nationale à devoir chaque jour répondre à des questions de l'opposition. C'était Pierre Paradis, qui était le député très habile, qui lui amenait des cas particuliers chaque jour. Puis Jean Rochon est un médecin, il sentait le besoin d'avoir une réponse là, individualisée à chacun de ces cas-là. Et là, c'est devenu le supplice de la goutte. Jour après jour, et le bureau de comté de Pierre Paradis est devenu l'espèce de bureau de la dernière chance où si tu avais un retard ou si tu attendais là, de pouvoir passer sur une liste pour avoir une chirurgie, tu passais par le bureau de comté de Pierre Paradis pour qu'il pose la question en chambre pour que le ministre réagisse puis que tu aies ton rendez-vous le lendemain. C'est pas comme ça que c'est censé marcher, là, un système de santé. En effet. Puis, c'est comme ça que Jean Rochon s'est englué dans sa propre réforme qui est devenue controversée, il y a eu aussi, on le sait, on se rappelle le départ, les mises à la retraite d'infirmières, il y a eu des fonds insuffisants pour les soins à domicile. Bref, tout ça, c'est le portrait d'un immense échec qui marque encore les esprits aujourd'hui. Bien, ce que tu soulignes en dernier est important, c'est que c'est arrivé en même temps que le déficit zéro. Donc, on faisait la portion ambulatoire, mais le but, c'était d'envoyer des patients à la maison puis qu'il y ait des soins à la maison, mais ce bout-là n'est pas arrivé. C'est ça. C'est ça le problème. C'est comme on coupe, puis finalement, l'idéal vers lequel on tendait, on ne s'y rend pas, donc on a juste affaibli, dans le fond. Ça, c'est un enseignement à travers la petite histoire du Québec. Faire une réforme en période de compression budgétaire, c'est pas une très bonne idée, mais pourtant, on l'a refait en 2014. Ouais. Puis on est en train de le faire en ce moment. Tout à fait. Donc, on croise les doigts. C'est vraiment à suivre. Le temps file vraiment beaucoup, mon Dieu. On n'a même pas eu le temps de parler du bulldozer Barrette plus en détail, mais on sait en tout cas, des bonnes intentions, une manière de les implanter, justement, comme un bulldozer qui ont causé pas mal de ravages au final. Une pandémie après ça, qui a été un révélateur extraordinaire sur le manque de mesures, sur le fait qu'on n'avait pas vu, sur ce qui se passait, sur le caractère indispensable de la proche aidance. Ça a été vraiment très gros. Puis là, on se retrouve là, aujourd'hui, avec un Santé Québec qui va exister, avec une loi 2 qui a été adoptée sous bâillon, qui va très loin. Le gouvernement doit reculer sur certains aspects qui sont un peu plus inconstitutionnels. À voir ce qui ressortira de tout ça. Mais ce qui est certain, c'est que votre mammouth et tout le passé est immensément éclairant sur la lecture qu'on fait de tout ce qui se passe à tous les jours, même plusieurs fois par jour ces temps-ci. Et puis là, il reste 2-3 minutes. Est-ce que quelqu'un du public aurait aimé poser une question? Ou si on se clôt ça entre nous, tranquillement? Question? Non? Bon. Ben, oui, une question. Allons-y.
Une bonne voie, mais ça va aller mieux avec ça. Il y avait un article dans Le Devoir, il y a peut-être 2, 3 jours, sur les pays qui ont une plus grande proportion de privés dans leur système de santé versus ceux qui en ont moins. Et ça démontrait assez clairement que ceux qui en ont moins de mortalité et plusieurs autres indicateurs qui sont plus positifs. C'est quoi votre position là-dessus, votre opinion? C'est même, pour vrai, c'est une question qui était sur ma feuille en majuscule. Je suis arrivé à temps, c'est pas. Mais, donc, est-ce que, ça, c'est toujours une crainte, là, je vais rebondir, mais c'est toujours une crainte que plus on laisse place au privé, plus on justifie l'existence du privé, puis dans le fond, il y a un accès qui devient inéquitable au système de santé. Est-ce que vous avez vu passer cet article-là? Il y a une étude de l'IRIS, hein, En fait, ça a été relayé par l'IRIS, mais c'était une étude qui a été faite à l'échelle mondiale. Moi, je l'ai vu remâché, digéré et relayé par l'IRIS, là. C'est le privé en santé. C'est le grand tabou au Québec, puis on s'en est rendu compte pendant notre démarche à quel point ce sujet-là fait l'objet de vive passion, puis en même temps de confusion. La première étant qu'à la base de notre système, il y a le principe de l'universalité. Bon, c'est quoi l'universalité? C'est que chacun a droit à des services de soins gratuits pour tout le monde. Puis ça, on n'avait pas ça au Québec avant. Le petit Gaétan dont on parle au début du livre, là, qui est entre la vie et la mort, ses parents n'ont pas d'argent pour le faire soigner. Il a fallu qu'il fasse du troc pour se faire soigner. Là, c'est qu'il y a des cordes de bois. C'est ça. J'ai changé des cordes de bois pour avoir accès aux médecins. Le petit Gaétan étant le futur ministre de la Santé du Québec. Bon, là, l'assurance maladie, c'est ça. C'est l'universalité. Mais là, il y a une confusion, et ces propos n'engagent que moi, peut-être, entre l'universalité puis le caractère public du réseau de la santé. On confond les deux. Et Claude Castonguay, le père fondateur de notre réseau, lui, a essayé de faire en sorte qu'on arrête d'associer ces deux éléments-là en prônant une mixité publique-privée, un apport du privé en santé. Il ne voyait pas ça comme une mauvaise chose. Il ne voyait pas ça non plus comme un système à deux vitesses. Puis il ne voyait pas ça non plus comme une remise en question de l'universalité. Ouais. Dans la mesure où les soins sont payés. Mm-hmm. Oui, je comprends. On est aujourd'hui encore pris avec cette idée que tout doit être à l'État au Québec en santé. Philippe Couillard nous a mentionné qu'il y a 2 modèles ailleurs dans le monde qui ressemblent à celui du Québec. C'est la Corée du Nord et Cuba. Les autres pays en Occident font un espace, il existe des hôpitaux privés sans que ce soit... Mais ici, au Québec, les fonctionnaires n'osent même pas prononcer le mot. Ils appellent ça des conventionnés. Il y a des hôpitaux privés au Québec, mais c'est le secret le mieux gardé puisque c'est maquillé par ces termes, ce jargon de technocrate. Alors, il y a un débat, bref, qui se fait pas au Québec sur cette question-là. Les temps ont bien changé, puis j'ai l'impression aussi que tout le contexte socio-économique, c'est sûr que on se dit, mais là, les vitesses, justement, deviennent de plus en plus manifestes parce qu'une personne qui n'a pas les moyens, si le public continue de se déliter, c'est sûr que le privé, il y a certaines personnes qui vont pouvoir se faire soigner plus rapidement, d'autres pas. Fait que je pense que les époques ont changé. On essaie des choses. J'espère que ça va aller dans le bon sens. Dans le bon sens des choses. Puis le titre, et là, ça va être le mot de la fin. Donc, soigner les gens, oui, mais soigner le système, est-ce que c'est une opération infinie temporellement? Il faudra toujours continuer de le soigner, selon vous, ou si un jour on va arriver à la bonne recette? Moi, j'ai envie de dire fort probablement, puis je vais rebondir sur ce dont on vient de parler. Il y a une compétition, bien sûr, pour les ressources entre le privé et le public. Puis le privé, effectivement, est déjà présent. Les GMF, par exemple, c'est le privé. Mais les besoins sont infinis.
Et en ce moment, grandissant à cause de la vague démographique, à cause du vieillissement de la population. Puis pour moi qui suis correspondante parlementaire, la politique est jamais très, très loin de la santé parce qu'à travers l'histoire, il y a eu des propositions par Michel Clerc, par exemple, d'avoir une espèce de comment il appelait ça, une caisse, j'ai un blanc de mémoire, une contribution, À l'autonomie, comment ça s'appelait donc? une assurance autonomie. Assurance autonomie. Bref, lui, voyant venir la marée démographique, disait il va falloir qu'on mette plus de sous là, dans le réseau. C'est rendu que ça occupe la moitié du budget. Donc, effectivement, les besoins sont infinis, mais c'est pas très populaire pour un gouvernement, par exemple, d'imposer ce genre de contribution-là ou de vendre l'idée même de la prévention qui serait fort utile pour désengorger le système, mais c'est pas payant, ça non plus, politiquement. Si je vous dis grâce à ce que j'ai fait, vous vous êtes sauvé de telle maladie, ben C'est encore c'est drôle. moins vendeur. Moi, je me dis, et là, ça va être le mot de la fin, mais en santé et en éducation, moi, je me dis des fois, là, juste une force tranquille, là, juste dire, on a un bon système, ça va faire des bons citoyens plus tard, ou ben tout ce qu'on prévient aujourd'hui, les gens vont moins être malades. C'est sûr que ça se vend moins bien, mais est-ce que les gens seraient nécessairement moins réceptifs à quelque chose qui est moins, je dirais... Plus intangible. oui, c'est ça, c'est ça, quelque chose qui est moins tangible. Merci, je cherchais mon mot. Donc, ben, on se laisse sur cette grande question. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Marie-Michel, merci Pascal. Vous allez être au kiosque 17-17 pour des dédicaces. C'est chez Somme Toute Le Devoir. Donc, ben merci beaucoup tout le monde. Merci.